Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le faciès céramique de Bibracte en ne perdant pas de vue la problématique qui nous intéresse plus particulièrement donc, concernant alors, l'acculturation donc au sens large. Et puis je parlerai également dans un deuxième temps plus particulièrement du travail que j'ai pu faire dans le cadre de ma thèse de doctorat, justement qui portait sur l'acculturation des céramiques fines en Gaule interne sur une vingtaine de sites de Gaule interne. Donc on va commencer par la première partie, le faciès de Bibracte, qui sera divisé en 3 parties. Tout d'abord, je parlerai des céramiques importées, puis des céramiques de tradition méditerranéenne, pour finir par les céramiques régionales. Et pour les céramiques importées, je ferai quelques comparaisons avec les sites que j'ai pu traiter dans le cadre de mon corpus de thèse, en sachant bien entendu qu'il ne s'agit que des données que j'ai traitées dans le cadre de ma thèse et que ça ne prétend pas du tout à l'exhaustivité pour ces sites-là. Et donc dans une deuxième partie, on parlera donc des méthodes que j'ai pu développer, enfin essayer de développer, pour quantifier et qualifier l'acculturation, avec tout d'abord une définition d'un indice d'acculturation, donc l'analyse quantitative du phénomène, et puis deuxièmement, la définition de niveau d'acculturation, donc cette fois-ci pour parler de l'analyse plutôt qualitative du phénomène. Alors pour resituer, bon, Bibracte, je pense que vu que tout le monde est arrivé, tout le monde voit à peu près où c'est. Pour les autres sites dont je parlerai un petit peu dans la première partie et un peu plus dans la seconde, vous avez donc à l'écran l'ensemble des sites pris en considération. Donc ils sont tous des sites d'habitat urbain, donc des oppidats, des agglomérations ouvertes, entre autres, et dont la chronologie, donc si on va sur cette frise chronologique comparée des sites du corpus. La chronologie s'étend du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Je parlerai quasiment pas des périodes post-augustéennes qui nous intéressent moins aujourd'hui. Pour la chronologie de Bibracte, je pense que vous en avez déjà parlé ce matin largement, mais donc on se situe à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, entre la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et la période augustéenne, le site étant abandonné aux alentours du changement d'ère, juste avant le changement d'ère, au profit de la ville d'Autun, qui devient la nouvelle capitale de cité du peuple édouin. Et donc sur cette chronologie comparée, vous voyez qu'on a donc de grandes différences suivant les sites, bien entendu, puisque certains sont occupés de manière très longue sur toute l'Athènes finale, d'autres ne sont occupés que pendant quelques décennies. Et puis autre grande différence aussi qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand je vais vous présenter les pourcentages ou les statistiques, c'est que bien entendu je n'ai traité qu'un certain nombre d'individus à chaque fois et que la quantité d'individus traités en fonction des sites ou des régions que je vais présenter est assez inégale et dépend des données que j'ai eues à disposition lorsque j'ai fait la thèse. Donc toujours garder à l'esprit qu'il faut quand même être prudent par rapport aux chiffres avancés. Alors, on va commencer avec les céramiques importées. Donc, ce qu'on appelle céramiques importées ici, ce sont les catégories de céramiques fines dont la production nous est relativement bien connue, généralement étudiée depuis depuis le 19e siècle ou le début du 20e siècle, et originaire de la région méditerranéenne. Donc, on a choisi d'exclure ici les productions de Gaule méridionale, dont on parlera dans le groupe des céramiques de tradition méditerranéenne, pour bien distinguer en fait les groupes originaux qui vont être diffusés dans le cadre du grand commerce de la vaisselle de tradition méditerranéenne qui va être produite à moindre distance des centres de consommation. Et puis en fait de la vaisselle plus généralement pour laquelle on a des doutes sur l'origine précise, parce qu'on n'a pas une origine précise pour toutes les céramiques exogènes de Bibracte. Donc dans ces céramiques importées, on parlera de la céramique à vernis rouge hellénistique, alors brièvement parce qu'on en a très peu, de la céramique campanienne A, béoïde, C et CC, des plats en gomme interne pompéiens, de la céramique à pâte claire italique et de la sigillée italique. Alors pour commencer, la céramique à vernis rouge hellénistique, donc je vous ai mis ici une photo tirée d'internet. C'est la seule photo qui n'est pas issue du site de Bibracte puisque je n'avais pas de photo de nos vernis rouges hellénistiques. Tout simplement parce qu'on n'a que 2 tessons, mais je vous les ai sortis, ils sont là-bas sur la table, et puis il y en a un au musée également que vous avez peut-être pu voir ce matin. Donc concernant ces céramiques, donc il s'agit d'une céramique à pâte rouge orangée dure, à vernis rouge présentant des zones plus orangées ou noires, avec des origines très diversifiées en fonction des productions. Donc notamment les premières productions à situer en Grèce, mais après en Béotie, à Chypre, en Ionie, en Italie.
En fait, les quelques rares individus qu'on trouve en Gaule interne sont quasiment systématiquement de type BHR8 ou BHR9, si on prend le code typologique du Latara, et sont originaires de Ioni. Et ils arrivent en fait en Gaule interne à la fin du IIe siècle ou au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc à Bibracte, on n'a que 2 contextes qui ont livré ce type de céramique, donc des découvertes vraiment exceptionnelles. Et donc là, j'ai répertorié les quelques découvertes que j'ai pu trouver ailleurs. Donc il y en a notamment à Roanne, à Coran, à Varennes-les-Mâcons, et donc Guillaume m'a informé aussi hier qu'il y avait un type BHR10 qui était attesté à Gondole. Je n'ai pas non plus la liste exhaustive, mais dans tous les cas, vous voyez que c'est une céramique extrêmement rare et qui est très très peu diffusée en Gaule interne. Et donc les deux illustrations pour Bibracte et Roanne qui sont justement de type BHR8. Donc voilà, pour les bols hellénistiques, je n'ai rien de plus à dire puisque nous avons très peu d'individus. Alors concernant maintenant la céramique campanienne A, donc définie par une pâte rouge granuleuse à vernis noir brillant et reflets métallescents, originaire de Campanie, alors avec une production, la production qui nous intéresse, puisque c'est celle qui est diffusée en Gaule interne, débute au début du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 1er avant Jésus-Christ. Et en fait, on constate qu'on a un répertoire typologique relativement réduit en Gaule interne. Donc, par rapport au répertoire typologique original, donc campanien, mais aussi par rapport au répertoire typologique qu'on peut trouver en Gaule méditerranéenne. Alors, si on donne quelques détails sur ce répertoire typologique, donc on a une quarantaine d'individus qui ont pu être identifiés à l'échelle du site de Bibracte, avec un répertoire extrêmement standardisé, dont les types les plus fréquents sont symbolisés par les assiettes, tout d'abord, donc l'embolia 5, 6 et 36. Et puis on trouve aussi quelques bols, l'embolia 31 ou 33, mais ils sont beaucoup plus rares que les assiettes. Et plus rares, mais néanmoins attestés, on a quelques coupes, l'embolia 8 ou l'embolia 27, mais ça reste des découvertes beaucoup plus rares. Donc maintenant, je vais reprendre le corpus de ma thèse. Donc là, j'avais 41 individus en campanienne A au total. Alors sur un total de 8500 tessons, 8500 individus, donc 7500 si on enlève les périodes tibériennes et claudiennes. Donc ça vous donne une idée des proportions, c'est très peu. Et donc en fait, ce qu'on constate sur ces autres sites, c'est qu'on va retrouver les mêmes types, donc majoritairement importés, donc l'embolia 36, 6, 5 et 31. On a également l'embolia 27, en fait, qui passe en premier quand on considère d'autres sites que celui de Bibracte, mais en fait, ça s'explique par la chronologie, puisque c'est l'un des premiers types à être importé ou exporté, suivant le point de vue que l'on prend, et que les sites de Feur, Verdun-sur-le-Doubs et Gandaïa sont antérieurs à celui de Bibracte, et leur occupation est déjà attestée au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc la céramique campanienne béoïde maintenant, donc il s'agit d'une céramique à pâte beige épurée, à vernis noir à reflets bleutés, donc qui a pour origine, entre autres, la Campanie et le Latium, une production du milieu du 2e à 30 environ avant Jésus-Christ, et un répertoire typologique là aussi très réduit en Gaule interne par rapport au répertoire original et par rapport à ce qu'on trouve en Gaule méditerranéenne, avec plus de 300 individus attestés sur le site de Bibracte. Au niveau du répertoire typologique, donc voilà la répartition. Donc on a une grande majorité de l'embolia 5, donc d'assiettes l'embolia 5. Ensuite, les assiettes l'embolia 7, donc ce sont toujours les assiettes en fait qui sont majoritaires. Quelques coupes, l'embolia 1 et l'embolia 1,8. Et puis d'autres formes qui sont nettement plus anecdotiques. Donc le type l'embolia 2, le type l'embolia 3 dont on parlait hier, attesté par quelques individus, le type l'embolia 10 et le type l'embolia 33A. Alors là, du coup, sur les 48 individus qui sont pris en compte dans le corpus de ma thèse, on va retrouver donc en premier, les types les plus fréquents vont être de nouveau le l'embolia 5, le l'embolia 1 et le l'embolia 7. Alors, une catégorie un peu plus problématique, la campanienne C, il n'y a pas d'illustration, hein, ce n'est pas une erreur au montage, rassurez-vous. Donc, céramique à pâte grise à vernis noir mat, d'origine sicilienne, plus précisément Syracuse, production entre 90 et 30 avant Jésus-Christ. Là aussi, un répertoire typologique très réduit, mais il est assez réduit déjà à l'origine.
Et en fait, le problème on en a discuté aussi hier avec Guillaume, le problème de cette catégorie Campanienne C, c'est que finalement, on a une dizaine d'individus qui seraient identifiés à Bibracte, mais ça reste encore à vérifier parce que c'est une catégorie qui apparemment est très peu diffusée, très peu exportée. Et il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de confusion entre la Campanienne C et la Campanienne CC, dont je vais parler tout de suite. Donc c'est pour ça que je préfère pas avancer de chiffres sûrs, alors qu'en fait, il faudrait revérifier le corpus. C'est la même chose dans le cadre du petit corpus de Campanienne C qui ont été pris en compte dans les ensembles de la thèse, donc seulement 8. Mais là aussi, il faudrait peut-être revérifier en fait, s'il s'agit vraiment de Campanienne C ou si ce ne sont pas plutôt des Campaniennes CC. Donc la Campanienne CC, appelée DRC dans le Latara. Donc céramique à pâte grise à vernis brun noir de mauvaise qualité, origine basse vallée du Rhône, avec une production qui a la même chronologie, 90-30 avant Jésus-Christ. Là aussi un répertoire typologique très réduit, vous pouvez le voir à côté, donc essentiellement des Lambolia 5, 7, 18 et 16. Là, pour le coup, on a une trentaine d'individus à l'échelle du site de Bibracte qu'on classe dans cette Campanienne CC, auquel on pourrait probablement rajouter les 10 individus qui sont à l'heure actuelle classés en Campanienne C. Et donc, vous voyez sur cet individu le vernis de très mauvaise qualité qui est complètement écaillé, quasiment parti. Et si on n'avait pas en fait le type, qui est quand même assez caractéristique du Lambolia 18, si je ne me trompe pas, on aurait du mal à identifier précisément cette catégorie. Et je pense aussi que pour ces Campaniennes C et CC, Guillaume reviendra sur le sujet. Donc si on fait la synthèse du répertoire typologique de ces céramiques campaniennes, donc on a globalement à Bibracte, et uniquement à Bibracte, la moitié moins de types représentés que dans le Dicossaire, donc pour la Gaule méditerranéenne, donc à faciès nettement moins diversifié. Excepté pour les campaniennes béoïdes, donc celles qu'on retrouve en plus grande quantité, et dont le répertoire est finalement assez bien diversifié, avec 9 types différents identifiés pour 14 dans le Lataracis. Et puis pour les campaniana, on peut quand même prendre ça avec un peu de recul et considérer que la chronologie du site est largement en cause aussi, puisque Bibracte n'apparaît pas avant le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors concernant maintenant les imitations de céramique campanienne en Gaule interne, donc sur un effectif total de 811 individus qui imitent des types de céramique campanienne, en fait on constate que donc on va retrouver les types qui sont importés, donc qui vont être imités assez rapidement. Donc on a notamment le Lambolia 36, 6, 5, 31 et puis dans une moindre mesure le Lambolia 1. Mais en fait le type vraiment qui va être abondamment produit dans beaucoup de catégories différentes, des catégories qui imitent la technique méditerranéenne, tout comme des catégories locales, régionales, c'est le Lambolia 5-7, donc mélange de Lambolia 5 et de Lambolia 7, qui est vraiment un incontournable du faciès de Bibracte. À la période de l'Athènes D2A, on en trouve déjà beaucoup. À l'Athènes D2B et à l'Augustéen, c'est un type qu'on trouve dans quasiment tous les ensembles du site. Alors on passe maintenant au plat en gobe interne pompéien, donc à pâte brune granuleuse dure, à dégraissant sableux, alors à pyroxène mica, il n'y a pas que ça, mais ces dégraissants sont caractéristiques. Donc à vernis rouge interne épais et mat, originaire de Campanie, donc avec une production du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais une diffusion maximale en Gaule interne à la période augustéenne. Au niveau des formes, on va trouver des plats et des couvercles. Alors, essentiellement des plats et quelques couvercles. Donc là aussi, un répertoire typologique extrêmement réduit par rapport au répertoire d'origine et au répertoire de Gaule méditerranéenne. Et on a au total une trentaine d'individus identifiés sur le site. Et avec à côté de ces plats en gobe interne campaniens, on trouve fréquemment des plats ou couvercles à pâte claire italique, donc qui se caractérise par une pâte orange granuleuse dure, un dégraissant sableux à pyroxène mica, entre autres. Pas de revêtement, là, pour le coup. La même origine, la même chronologie. Et au niveau des formes, on aura aussi des plats, mais qui, là, pour le coup, sont extrêmement rares, et majoritairement des couvercles. Donc là aussi, un répertoire très réduit. Et on a en total une vingtaine d'individus sur le site de Bibracte,
qui sont fréquemment trouvés dans des contextes où on va trouver des plats en gobe interne pompéien. Donc on va avoir le couvercle en pâte claire italique et le plat en gobe interne pompéien. Mais ce n'est pas systématique non plus. Donc le répertoire typologique, pour les plats en gobe interne, on a essentiellement 4 types qui sont représentés à Bibracte. Alors celui qui est le plus représenté, si on reprend le code typologique du Latara, c'est le R-pompe 1. Puis après R-pompe 13, R-pompe 15 et beaucoup plus rare le R-pompe 40. On a quelques autres types qui sont attestés, mais ça va être 1 ou 2 individus maximum à chaque fois. Donc c'est ceux-là qui sont les mieux représentés. Et pour les pâtes claires italiques, on aura de très très rares plats, notamment le Comit 6C, et puis essentiellement des couvercles. Donc ici, code typologique Comit 7A. Donc au niveau de la variété typologique, là on voit bien la différence entre la Méditerranée et puis la Gaule interne, enfin, en tout cas Bibracte, puisqu'on a 4 et 2 types à Bibracte pour 19 et 40 dans le Dicocère. Et puis la céramique sigillée italique, donc dernière catégorie importée, donc à pâte beige rosée épurée, assez savonneuse, vernis rouge luisant qui a tendance à s'écailler, comme on peut le constater sur la photo. Donc avec une origine de production italique ou italico-modo, notamment les productions lyonnaises. On a quelques types Conspectus 1 à tester sur le site, donc qui arrivent déjà probablement dès 40 avant Jésus-Christ. Mais c'est vraiment à partir de 30, enfin des années 30, 25 avant Jésus-Christ qu'on a la plus grosse diffusion. Là aussi un répertoire typologique très standardisé et on a à peu près 250 individus identifiés sur le site. Donc au niveau du répertoire typologique, les types majoritaires, très nettement majoritaires, seront donc les types alterne 1 et 7 ABC. On a également des assiettes et des coupes alterne 2 et 8. Dans les ensembles en fait, les plus tardifs, donc ceux qui caractérisent la fin de l'occupation de l'oppidum. Et puis au niveau des types minoritaires, on aura donc, comme je vous l'ai dit, quelques Conspectus 1, donc précoces, qui sont datés des années 40-30, et quelques alterne 4 et alterne 10 qui, eux, du coup, sont plutôt caractéristiques aussi des ensembles de la fin de l'occupation du site. Au niveau des imitations de ces céramiques sigillées, donc là, je repars dans le corpus de ma thèse. Donc sur les 7500 individus pris en compte, 36 individus sont des imitations en fait, de céramique sigillée. Donc essentiellement en céramique lissée fumigée, donc locale, régionale ou en terra nigra. Donc pour la période augustéenne, on aura surtout le type Alterna A qui est imité, donc l'assiette Alterna A. Essentiellement en céramique laténienne et quelques imitations en technique méditerranéenne, notamment quelques terra rubra à tester. Et puis pour le type Alternin B, essentiellement aussi des imitations en catégorie régionale, locale pour la période augustéenne. Et puis pour la période tibéro-claudienne, des imitations à la fois laténiennes, mais également en technique méditerranéenne. Donc pour les importations, donc prises dans les contextes pris en compte dans le cadre de la thèse de doctorat, on voit très bien donc, la quantité assez faible d'importation en termes de proportion qu'on a dans les ensembles les plus anciens, donc du milieu du IIe siècle à la fin du IIe siècle, avec les sites donc Arverne et Ségusiave, donc proche de la vallée du Rhône, et puis Verdun-sur-le-Doubs, dans la vallée de la Saône, qui se distinguent très nettement des autres, puisqu'ils ont des importations de manière plus précoce. À la TND2A, on a de plus en plus d'importations qui arrivent, donc un NMI qui augmente de même que les proportions générales. Et puis on voit que ces importations arrivent aussi sur des sites qui sont nettement plus au nord. Pour la TND2B, en fait, on a finalement peu d'importations, mais j'en reparlerai aussi tout à l'heure quand je présenterai les résultats de ma thèse. On a de plus en plus de céramiques d'influence méditerranéenne, justement, donc des productions qui viennent de Gaule méditerranéenne ou de Gaule interne, donc qui, en fait, remplacent progressivement les importations. Et puis, alors, à la période augustéenne, évidemment, on a énormément d'importations. C'est dû aux céramiques sigillées italiques qui inondent quand même assez rapidement le marché et qui prennent
le pas sur les autres importations. Donc j'y viens maintenant justement, les céramiques d'influence méditerranéenne. Donc il s'agit de céramiques qui sont produites avec des techniques méditerranéennes, qui ont par exemple une présence d'engobe ou de vernis, une origine qui est située en Gaule méditerranéenne ou en Gaule interne, voire mal définie, comme je le disais tout à l'heure. Il y a certains groupes de production pour lesquels on n'a pas l'origine précise. Alors c'est le cas par exemple pour un certain nombre de cruches, pour des mortiers, etc. Il y a pas mal de catégories qui nous posent problème à ce niveau-là. Les définitions retenues pour ces catégories, généralement identifiées dès le début du XXe siècle, reprennent celles de plusieurs ouvrages de référence, et puis également donc de celles qu'on utilise ici à Bibracte. Donc on aura notamment la céramique pré-sigillée de la moyenne vallée du Rhône, les imitations de plats en gobe interne, alors la céramique dite terra rubra, les céramiques à parois fines, les cruches et les mortiers. Donc là, alors ce qu'on appelle ici céramique pré-sigillée, tout le monde n'appelle pas ça forcément de la même manière, donc je vais définir ce qu'on entend ici sous ce terme. Donc il s'agit d'une pâte beige épurée, savonneuse et poreuse, à vernis noir-brun à nuances de rouge et orange mal adhérent, comme vous pouvez le voir aussi sur la photo, avec une origine alors qu'on attribue essentiellement à la moyenne vallée du Rhône, Lyon, mais là aussi il n'y a pas d'analyse précise faite sur chaque objet, donc ça resterait quand même peut-être à prendre avec précaution. Au niveau de la chronologie, on est entre le milieu du 1er siècle avant et la période augustéenne, mais on en a encore quelques-unes à la période augustéenne. Un répertoire typologique extrêmement réduit. La forme qui va vraiment être emblématique de cette catégorie, c'est l'assiette Lambolia 5-7, donc l'imitation de Lambolia 5-7. Et on aura également des types plus originaux. Donc ceux-ci sont tirés de l'ouvrage d'Armand Desbas sur les ateliers lyonnais. Et si je ne me trompe pas, il s'agit des types du Verbe incarné, de l'atelier du Verbe incarné. Et on a près de 200 individus de cette catégorie qui sont attestés à l'échelle du site. Donc maintenant, les plats en gobe interne imités. Donc on a vu tout à l'heure les plats en gobe interne pompéiens, campaniens. Mais en fait, on a toute une série de plats en gobe interne dont on n'arrive pas à qualifier précisément l'origine. Donc, ils sont à pâte beige orangée, souvent épurée, à vernis rouge-orange plus ou moins adhérent, luisant. Alors justement, l'origine, on a un atelier qui en produit identifié à Gondol, donc probablement des échanges avec Bibracte. Mais il y a une grande variété en fait, quand même dans les pâtes qu'on a ici à Bibracte. Donc probablement aussi une origine à voir en Gaule méditerranéenne, d'autres ateliers en Gaule interne, et puis peut-être aussi certains plats italiques autres que campaniens. Donc les campaniens sont ceux qui ont été le mieux diffusés et qui sont les plus reconnaissables en raison de leur dégraissant. Mais il y a énormément de production en Italie et donc c'est difficile d'être sûr qu'on n'ait pas, en dehors des campaniens, sur aussi des pâtes italiques. Au niveau de la chronologie, on sera dès le deuxième quart du premier avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'occupation du site, période augustéenne. Le répertoire typologique est assez restreint et donc on a près de 300 individus qui rentrent dans cette catégorie générique sur le site de Bibracte. Donc au niveau du répertoire typologique, il s'agit uniquement d'imitation de plats italiques. Alors la forme a été conservée, mais la fonction est clairement détournée puisque la fonction du plat de cuisson n'est pas attesté sur donc ce qu'on a mis sous le terme de imiter entre guillemets. On n'a jamais de traces de surcuisson en fait sur ces plats. Et en plus, ils ont très fréquemment des pâtes savonneuses qui sont totalement impropres à une utilisation sur le feu. Par contre, on a des traces de surcuisson sur les vrais, donc les plats en gobe interne campaniens qui arrivent à partir de la période augustéenne. Au niveau du répertoire typologique, le type le plus fréquent, ce sera l'imitation de R-pompe 1. Également, alors ce que j'ai appelé dérivé ici, et puis celui-ci, le R-pompe 13. Pour les autres, ils sont beaucoup plus anecdotiques. Et puis, c'est plus des dérivés de plats en gobe interne que réellement des plats. Mais ils ont un engobe interne. Alors la céramique dite terra rubra, donc là aussi c'est la définition que je vous donne et celle qu'on emploie ici.
puisque cette appellation recouvre plusieurs types de céramique suivant qui l'utilisent. Donc ici, il s'agit d'une pâte zonée grise et blanche, un vernis ou un engobe épais rouge mat, alors avec une origine, pour certains individus, vraisemblablement de Gaule de l'Est, mais qui reste en fait largement indéterminée. Donc au niveau de la chronologie, on va être uniquement à la période augustéenne. Et donc, en fait, avec un répertoire assez hétéroclite, donc on a certes des imitations de sigillés, donc on a clairement une volonté d'imiter le vernis de la sigillée et les types, mais on a aussi plusieurs fragments qui n'ont rien à voir avec des productions de sigillés, notamment celui que vous avez là sur la photo que je vous ai mis aussi là-bas dans le tessonnier. Et on a en fait moins d'une vingtaine d'individus sur le site de Bibrac, donc ce n'est pas une catégorie qui est particulièrement emblématique. Alors, la céramique à parois fines, donc ici, on traite la céramique à parois fines en 3 groupes. On va avoir la céramique à parois fines engobée, la céramique à parois fines sans revêtement et l'imitation de parois fines type Beuvray. On ne distingue pas, à l'échelle globale du site, on ne distingue pas les groupes de production. Et en fait, c'est quand même assez délicat d'arriver à distinguer tous les groupes de production de parois fines. Donc pour la définition, pâte claire beige, rosée ou orangée avec des parois de moins de 3 mm. Pour l'engobé, on aura un revêtement brun, rouge ou orangé. Donc pour l'origine des parois fines en général, donc grecques puis italiques au IIe siècle avant Jésus-Christ. On a aussi des productions bien attestées à Lyon, voire Gaule méditerranéenne, probablement d'autres ateliers pas forcément encore identifiés. Au niveau de la diffusion, donc, en Gaule interne, on en trouve dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est surtout à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ que cette catégorie est mieux diffusée. On a un répertoire typologique assez réduit là aussi par rapport au répertoire original. Et alors pour l'engobé, une centaine d'individus identifiés sur le site. Et si je ne me trompe pas, c'est à peu près la même chose. Ouais, près de 100 individus identifiés également pour la paroi fine sans revêtement, qui, grosso modo, a les mêmes caractéristiques que la précédente, à l'exception du revêtement, bien entendu. Et puis qui a vraiment un type emblématique, une production emblématique, qui est celle des gobelets d'Acco lyonnais, pour lesquels on a en général pas d'engobe ici à Bibracte. À savoir après, est-ce que tous nos gobelets maillés 17 dits d'Acco sont vraiment lyonnais, ça reste aussi à vérifier. Au niveau du répertoire typologique, donc ces parois fines sont rares au début du 1er siècle avant Jésus-Christ et de plus en plus nombreuses, en particulier après le milieu du 1er siècle avant, avec notamment l'arrivée des gobelets d'Acco à des corps moulés, donc de type maillet 17. Et le répertoire est aussi peu diversifié en comparaison avec la cinquantaine de types qu'on rencontre dans le dicosaire. Donc avec engobe, on va avoir essentiellement les types maillet 1 pour les plus anciens, puis les types maillet 2 et 3, et pour la période augustéenne, les types maillet 17. Et puis de manière un petit peu plus anecdotique, on aura quelques maillet 4. Et sans engobe, on aura essentiellement des maillet 17, quelques rares maillet 4 et quelques rares maillet 33. Donc pour cette catégorie, là il s'agit encore une fois du corpus pris en compte dans le cadre de ma thèse, donc avec 59 individus répertoriés. En fait, là ce qui m'intéressait surtout, c'était de montrer qu'au niveau des types du répertoire typologique, on va trouver sensiblement la même chose. Bon, on a essentiellement les maillets 17 qui sont représentés, puisqu'on a des ensembles augustéens avec de forts effectifs dans la thèse. Mais on a également le type maillet 2, un certain nombre de types maillet 33 et puis surtout aussi des maillet 3. Et pour les autres types, ce sont des découvertes beaucoup plus anecdotiques. Alors une catégorie assez emblématique en fait de Bibracte et des régions adjacentes, donc c'est ce qu'on appelle la céramique à parois fines de type Beuvray. Donc, qui n'est pas produite à Bibracte, puisqu'à Bibracte, on n'a pas d'atelier identifié, je tiens à le préciser. C'est une appellation ancienne qui a été gardée parce que, voilà, comme toutes les appellations anciennes, on ne peut pas changer les noms du jour au lendemain. Donc, on ne sait pas exactement où elle est produite, mais en tout cas, vraisemblablement, dans le massif du Morvan, donc à proximité de Bibracte, assurément.
Il s'agit d'une céramique à pâte beige fréquemment zonée avec des parois de 4 mm environ qui présente un engobe interne rouge lit de vin, un engobe externe brun et un décor de palmettes estampées qui est caractéristique. Alors, il n'est pas systématique, mais il est fréquent. Par contre, ce décor n'est que vraiment sur la panse, donc le haut de panse, le bord et le fond ne sont pas décorés, comme vous le voyez ici sur la photo. En fait, le décor n'apparaît qu'ici. Donc, suivant évidemment le fragment de tesson qu'on a dans la main, on peut se faire piéger. Au niveau de la chronologie, l'apparition autour des années 40-35 avant, en tout cas juste avant la période augustéenne, mais ça perdure encore à la période augustéenne et puis après on n'en a plus du tout. En tout cas dans la région, mais il y a d'autres productions qui prennent le pas, notamment du côté Lingon, si je ne me trompe pas. On a là aussi un répertoire typologique réduit qui n'est constitué que d'imitations de céramique à parois fines et près de 200 individus identifiés sur le site de Bibracte. Donc pour le répertoire typologique, oui, donc une photo ici des palmettes qui sont caractéristiques de ces productions. Pour le répertoire typologique, donc très réduit, reprend clairement le répertoire des parois fines italiques avec le type maillet 2 qui va être le mieux représenté. Alors il s'agit d'une volonté d'imitation technique puisque par rapport aux autres céramiques qu'on va trouver en fait, dans les productions locales, c'est la céramique qui a les parois les plus fines, même si celles-ci ne sont pas aussi fines que la vraie paroi fine. Par contre, le décor de palmette, là, il est caractéristique, mais il est assez original puisqu'on ne le retrouve pas sur les céramiques à parois fines originales. Au niveau donc, des imitations en fait, de parois fines, là, je reprends le corpus de thèse, donc je sors de Bibracte pour élargir un tout petit peu l'échelle. Donc sur un effectif total de près de 100 individus qui imitent des types de céramique à parois fines, on aura 30 individus qui sont en catégorie technique régionale, locale, donc céramique fine lissée fumigée ou terra nigra. Et les autres seront soit en céramique à parois fines de type beuvray, soit en parois fines autres, donc imitation gauloise. Donc à l'Athènes D2A, des imitations essentiellement en céramique locale, du coup, l'athénienne. Et ces proportions sont croissantes jusqu'à la période augustéenne. Et par contre, à la période augustéenne, on a vraiment beaucoup d'imitations, alors soit justement en parois fines de type beuvray ou en parois fines gauloises, avec un type vraiment emblématique de ces imitations. Alors, imité ou dérivé parce qu'il y a eu pas mal d'adaptations quand même dans le bord, dans le type lui-même, mais donc dérivé des maillets 2/3. Alors, la céramique à pâte claire, donc cruche, donc qui regroupe en fait toutes les cruches qu'on peut trouver à Bibracte. Donc il y a une grande variété au niveau des pâtes, donc qui vont de la pâte beige, orange, blanche. On a des pâtes dures, des pâtes savonneuses. On a des pâtes fréquemment zonées, comme c'est le cas sur la photo ici, donc avec un cœur gris. On a des individus sans revêtement, mais également des individus avec engobe blanc et quelques individus à engobe rouge, mais qui eux sont beaucoup plus rares et caractéristiques de la période augustéenne uniquement. Alors là, au niveau des origines, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est un groupe dans lequel on a quasiment pas de groupe de production identifié, donc c'est une catégorie technique et morphologique. Donc des origines diverses, Italie, Gaule méditerranéenne, Lyon, peut-être Gaule interne aussi, à voir. Donc les productions s'échelonnent de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au changement d'ère, mais on en a encore après, des cruches évidemment. Le répertoire typologique, là, pour le coup, est assez diversifié. Et on a plus de 1500 individus identifiés sur le site, donc une forme et une catégorie qui sont relativement bien représentées, et ce, dès le début de l'occupation. Donc d'autres exemples ici pour vous montrer les variétés des pâtes. Donc ici, une pâte savonneuse beige, et ici, une pâte plus orangée. Je ne suis pas sûre que les couleurs soient très, très visibles sur le PowerPoint. Je vous ai mis aussi plusieurs exemplaires là-bas sur la table. Donc au niveau du répertoire typologique, on a une quinzaine de types à tester ici. Alors c'est pas si énorme si on considère les faciès de Gaule méditerranéenne, mais par contre pour la Gaule interne, c'est un faciès qui est quand même relativement diversifié. Donc on constate en fait une évolution typologique puisqu'on passe
des cruches à col large, grosso modo à la fin du deuxième, début du 1er siècle, à des cruches à col de plus en plus étroits, donc jusqu'à la période augustéenne. Et dès le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, ces cruches, qui vraisemblablement servent au service et au stockage des boissons, supplantent totalement ce qu'on considère dans le faciès laténien comme l'équivalent fonctionnel, à savoir les bouteilles et les tonnelets, qui eux ne sont plus produits et ne se retrouvent plus que de manière assez résiduelle ou anecdotique dans les ensembles céramiques. Donc la cruche va vraiment devenir une forme incontournable aussi à Bibracte. Pour les céramiques à pâte claire, donc dites mortier, donc là aussi une grande variété au niveau des pâtes. On va avoir des pâtes fines à mi-fines, blanches à beige, savonneuses ou dures. On n'a pas de revêtement. On a fréquemment des mortiers avec particules de quartz interne. Alors au niveau de l'origine, là aussi, c'est des productions qu'on caractérise mal au niveau des groupes de production, d'où le fait qu'on inclut ça dans une catégorie technique. Donc vraisemblablement des productions qui viennent de la moyenne vallée du Rhône, de Gaule méditerranéenne, peut-être des productions italiques. Au niveau de la chronologie, on sera entre le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ pour les mortiers à bandeaux qui sont en fait les seuls réellement attestés à Bibracte. Et puis à partir de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on trouve les premiers mortiers à collerette, ou à collerette plutôt naissante à cette période. On a au total une trentaine d'individus qui ont été identifiés sur le site de Bibracte. Au niveau du répertoire typologique, alors là aussi il est extrêmement réduit. Principalement donc ce type-là, le mortier 1, donc ici à Bibracte. Celui-ci, et puis alors celui-ci qui est vraiment une découverte, on n'en a qu'un seul, découvert dans une cave augustéenne, dont on a réussi, il me semble, à faire un parallèle avec un type de Gaule méditerranéenne. Quelques mortiers attestés en Gaule interne, mais ça reste des découvertes relativement exceptionnelles avant la période augustéenne. Donc vous avez ici les effectifs, donc toujours en prenant en compte uniquement le corpus traité dans le cadre de ma thèse. Donc quelques mortiers déjà attestés à la TND1B, mais on va retrouver donc le site de Verdun-sur-le-Doubs et de Roanne sur l'axe du Rhône et de la Saône. Et puis quelques autres découvertes, et surtout le mortier qui devient un petit peu plus fréquent à la période augustéenne, mais pas réellement avant. La céramique à pâte claire méditerranéenne, donc ce qu'on met sous cette appellation en fait, ce sont des céramiques à pâte beige épurée, savonneuse et poreuse, à surface brute seulement lissée, avec alors une origine qu'on attribue à la Gaule méditerranéenne sans certitude pour autant. Là aussi, j'ai mis des tessons sur la table, donc si certains d'entre vous ont des idées pour l'origine, je suis bien sûr preneuse. Une diffusion donc, de la fin du IIe siècle, à partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle avant Jésus-Christ. Un répertoire très réduit, essentiellement constitué de pots à provision en C, donc que vous avez en bas de l'image, ou de KKB. Et puis, alors, les découvertes sont rares. On a quelques individus attestés à Bibracte. Et il y a également quelques individus attestés à Verdun-sur-le-Doubs, Besançon, Lyon ou Roanne. La liste, encore une fois, n'est pas exhaustive, mais dans tous les cas, ça reste une céramique assez méconnue, en fait, en Gaule interne, et encore mal identifiée, probablement. Oui, pâte savonneuse, c'est vraiment qui reste sur les doigts, qui est très... Donc ça glisse pas, c'est simplement tendre. Oui. C'est par opposition à la pâte dure, vraiment bien cuite, qui elle... C'est tendre, tout simplement, par opposition à dur. C'est une question de curiosité. Alors ici, en fait, on est, en termes d'argile locale, on sera que sur des pâtes dures. On n'a pas du tout d'argile calcaire, par exemple, puisqu'on est sur une zone métamorphique. Donc en général, tout ce qui est très savonneux ne vient pas de chez nous. Non, ma question, c'est terminologique. Tu appelles pâte dure et après tu n'appelles pas pâte tendre. Ah, tu appelles savonneuse. C'est le terme qui est utilisé ici depuis 25 ans. Donc je ne saurais pas dire... Non, mais je ne saurais pas dire pourquoi savonneux plutôt que tendre.
Vous dites aussi savonneuse, ouais. Donc c'est un... Alors... Ah d'accord, donc ok, on n'est pas les seuls à dire ça. Et puis donc, pour finir avec ces céramiques d'influence méditerranéenne, la catégorie donc, des imitations de céramique à pâte grise de la côte catalane. On n'a pas identifié de vraies céramiques de la côte catalane ici à Bibracte, d'où le fait qu'on appelle ça des imitations. Donc il s'agit d'une céramique à pâte beige à blanche épurée contenant des points blancs, avec un lissage et un enfumage en surface. Alors au niveau de l'origine, là aussi avec un point d'interrogation, la pâte est assez kaolinitique, donc on pourrait imaginer, alors peut-être Auvergne c'est vague, mais peut-être allié, même production que la Terra Nigra, à voir. Donc au niveau de la chronologie, on est à la fin du IIe siècle, au début du 1er avant Jésus-Christ. Le répertoire est uniquement constitué de pichets, donc les céramiques grises de la côte catalane étant essentiellement des pichets. En tout cas, pour ceux qui sont exportés, c'est assez logique. Et on a une dizaine d'individus seulement à l'échelle du site, donc une catégorie assez rare. Au niveau du répertoire typologique, on n'a que ces 2 pichets qui sont attestés par des bords, sinon c'est des fragments en fait plutôt de panse. On a une vingtaine de types originaux attestés en Languedoc et en Provence pour la même période. Et en fait, si on veut faire des parallèles, les types ci-dessus sont proches donc de certains types du dicocer, mais il n'y a pas de parallèle typologique précis qui peut être fait. Donc on est vraiment sur une adaptation plus qu'une imitation réelle. Et donc c'est vraiment rarissime en Gaule interne. Alors à ma connaissance, il y a une mention à Gandaïa, datée de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Peut-être que vous avez d'autres éléments à votre connaissance, mais je pense que c'est une catégorie extrêmement rare. Donc si on fait la synthèse, donc en reprenant cette fois-ci le corpus général donc de la thèse sur les céramiques d'influence méditerranéenne, donc on a un effectif total de 933 individus sur les 8500 pris en compte. Donc ce sont des catégories de céramiques qui sont très peu présentes dans les ensembles anciens. Donc seulement 7 individus représentés pour l'Athènes D1A, donc période milieu du 2e avant jusqu'aux années 130-120. Ensuite, à l'Athènes D1B, on en trouve de plus en plus. Donc Bibracte, alors, fait figure ici d'exception avec ses 20%, mais on a des petits effectifs pour les ensembles de l'Athènes D1B, donc il faut bien sûr rapporter ça en fonction du corpus pris en compte. Néanmoins, on en a déjà un certain nombre et on voit qu'il y en a de plus en plus. À l'Athènes D2A, là aussi, de plus en plus de sites présentent jusqu'à 10% pour Bibracte, 7% pour Gondole, de céramique d'influence méditerranéenne, mais il y a toujours des sites pour lesquels donc on n'avait pas d'importation et on n'a pas de céramique d'influence méditerranéenne. Donc c'est le cas du Mont Vuy sur le plateau suisse. C'est le cas donc jusqu'à l'horizon 4 d'Orléans, on n'a pas non plus ce type de céramique. Et pour le fossé des Pandours, qui est beaucoup plus au nord, on n'en a pas non plus. À l'Athènes D2B, là aussi, on en a de plus en plus. Et puis, c'est aussi, comme pour les importations, à la période augustienne qu'on va en avoir le plus. Donc, on voit qu'en fait, ces proportions, que ce soit pour les importations ou les céramiques d'influence méditerranéenne, qui, en large partie, imitent des importations, c'est vraiment uniquement à partir de l'augustin qu'on va en avoir un certain nombre dans les faciès et que ces proportions croissent tout doucement depuis le milieu du IIe siècle pour les sites les plus précoces jusqu'à cette période augustienne. Et puis en perdant pas de vue, bien entendu, que je ne traite ici que d'un certain nombre de sites, que ce ne sont que des oppida et de grosses agglomérations ouvertes et qu'il ne s'agit pas des sites ruraux. Et donc pour finir, les céramiques de tradition lathénienne, alors là je vais uniquement parler de Bibracte, parce que ce serait très long de parler de tous les sites de Gaule interne. Et même que de ceux de ma thèse. Donc ce groupe rassemble les catégories dont la production située en Gaule interne est d'origine lathénienne, donc c'est-à-dire que le mode de cuisson, le traitement de surface correspond en fait à des groupes régionaux. Mais le répertoire formel ou typologique de ces catégories peut déjà être largement inspiré des productions méditerranéennes. Et donc, contrairement aux 2 groupes qui ont été définis précédemment, les céramiques lathéniennes, dont les groupes de production sont généralement assez mal identifiés, puisqu'on n'a pas les ateliers,
et sont surtout très nombreux en raison de leur caractère local, sont classés par catégorie technique. Donc on n'a pas de groupe de production, c'est vraiment des catégories techniques. Donc on aura notamment la céramique peinte, la céramique lustrée, la céramique grise lissée fumigée, la céramique dite terrani gras, les céramiques mi-fines et grossières à revêtement mi-cassé, les céramiques grossières à revêtement poissé et les céramiques, alors j'ai oublié de le mettre, les céramiques mi-fines ou grossières à pâte claire ou sombre sans revêtement. Donc la céramique peinte pour commencer. Alors on a deux groupes qui en fait ont une définition commune pour la pâte mais se différencient par leur peinture et leur répertoire. Donc au niveau de la pâte, il s'agit d'une pâte orange dure fréquemment zonée, donc avec un cœur gris. Au niveau de l'origine, alors on a la majorité des productions qu'on trouve ici sont originaires des massifs du Morvan, mais on a aussi des productions qui viennent d'ailleurs notamment d'Auvergne qui sont identifiées. Au niveau de la chronologie, on va être donc dans le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. On déborde sur le début du 1er siècle après Jésus-Christ. On a près de 200 individus de chaque groupe bien identifiés sur le site. Donc pour le groupe A, il se caractérise par une peinture blanche, brune et rouge lit de vin, avec des motifs figurés, donc motifs qui peuvent être zoomorphes, végétaux ou géométriques, voire zoomorphes végétaux et géométriques. Il y a des associations de décors. Et au niveau du répertoire, on est uniquement sur des formes de bouteilles, donc un répertoire très standardisé. Et pour le groupe B, on est sur un groupe à peinture rouge lit de vin uniquement, qui peut présenter ce qu'on appelle des décors de pastillage. Je vais y revenir tout de suite, je vais vous montrer une illustration. Et là, on est sur un répertoire uniquement constitué de ce qu'on appelle des tonnelés. On a quelques céramiques peintes aussi à la période, à l'Athènes des 2B, à la période augustienne, qui seront constituées plutôt de bols, notamment le groupe des bols de type Roanne qu'on trouve à partir de la période augustienne, mais qui donc se différencient très nettement de ces deux productions qui sont bien antérieures. Alors pour le répertoire typologique, donc la peinte A, je vous ai dit uniquement des bouteilles, donc ce type de forme, avec des décors donc soit zoomorphes, soit végétaux à voir, et puis géométriques, donc notamment des lignes ondées, des échelles, des quadrillages, des damiers, etc. Parce qu'en fait, on n'a qu'une partie en fait de l'objet. On a très rarement. C'est une question. C'est une question qu'on se pose. Ça pourrait aussi être les oreilles d'un animal, tout simplement. Mais on a d'autres fragments qui étaient peu illustrables avec des photos, qui nous font quand même soupçonner éventuellement un décor dit végétal. Mais en général, comme vous avez pu le constater avec les photos et les images que je vous montre, nos tessons ne sont jamais des vases entiers et sont généralement de petits tessons. Et au niveau de la peinte B, donc un répertoire constitué de tonnelés, donc voilà ce qu'on appelle nous les tonnelés, donc c'est-à-dire des formes très fuselées avec un diamètre d'ouverture, un diamètre de fond qui sont quasiment identiques. Et donc le décor de pastillage, c'est ce type de décor, donc on appelle aussi décor en réserve, qui est obtenu avec des aplats successifs de peinture, donc de couleur rouge notamment ou brune, alternés avec des passages de gouttelettes de cire qui permettent en fait de décorer avec une technique qu'on pourrait comparer à celle du batik pour ceux qui connaissent. Donc ensuite la céramique à pâte grise, fine, fumigée, lustrée. Donc, il s'agit d'une céramique à pâte beige qui contient entre autres des oxydes de fer avec une surface lustrée en fumée qui est très brillante. Alors là, c'est pas forcément très flagrant, je pense, sur la photo, mais sur le tesson que vous avez là-bas, vous pourrez le constater. Donc vraiment une surface qui a été polie, plus que polie, donc lustrée, pour donner un aspect extrêmement brillant, mais il n'y a aucun revêtement de surface. C'est juste le traitement qui donne cet effet. On est au niveau de la chronologie à la fin du deuxième, début du 1er siècle, sur des tonnelés uniquement, donc comme pour le répertoire de la céramique peinte qu'on vient de voir tout de suite. 70 individus environ sur le site, et en fait, je n'ai pas, pour faire un parallèle avec les productions que j'avais identifiées dans ma thèse, je n'ai pas identifié d'autres productions de céramique lustrée dans le corpus qui avait été pris en compte. Donc ça doit être quand même une catégorie assez spécifique à Bibracte et peu diffusée en fait.
Donc ensuite, la catégorie de céramique fine qu'on trouve le plus à Bibracte, mais pas qu'à Bibracte en fait, hein, elle est quand même assez caractéristique en Gaule interne. Donc c'est la céramique à pâte grise fine fumigée. Alors à pâte gris clair ou gris foncé, on a aussi un certain nombre de productions en particulier au IIe siècle avant Jésus-Christ qui vont avoir un cœur zoné, donc avec des franges, voilà, des cuissons pas forcément bien maîtrisées et donc des franges qui peuvent être d'une couleur différente par rapport au cœur. La surface est lissée puis enfumée, donc on a une couleur noire qui est vraiment caractéristique. Alors, au niveau des productions qu'on trouve à Bibracte, vraisemblablement, un certain nombre sont produites à proximité, notamment dans les massifs du Morvan, mais on a très probablement aussi des productions qui viennent d'autres régions, puisque je vous l'ai dit, c'est une céramique quand même qu'on trouve dans pas mal de régions en Gaule interne. Pour la chronologie, donc dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec à Bibracte plutôt très clairement les productions zonées avec une frange plus claire, un cœur clair et une frange plus foncée pour la période du deuxième, et puis au premier des productions à pâte grise plus homogène. Le répertoire est très diversifié, mais néanmoins constitué majoritairement d'imitations de céramique importées, en tout cas pour Bibracte. Et on a plus de 7000 individus identifiés sur le site. Du coup, on va avoir des formes laténiennes bien représentées avec un répertoire assez varié, donc des écuelles, des bols, des gobelets, des pots, des couvercles. Donc vous avez ici les formes basses qui sont représentées. Les formes hautes, donc laténiennes avec donc, les gobelets, tonnelets, bouteilles et puis l'ensemble des pots. J'ai pas mis le couvercle ici, mais on en a un qui est assez fréquent dans cette catégorie. Et puis pour le reste du répertoire, on va être sur soit des imitations ou dérivés, adaptations de céramique campanienne. Donc en particulier les assiettes 36, 6, 5 et 5, 7 qui sont largement présentes. Et comme je vous le disais, pour l'imitation de l'Ambolia 5, 7, en céramique lissée fumigée, on en a dans quasiment tous les ensembles du site, même les petits ensembles, à partir de l'Athènes des 2B et pour la période augustéenne. Là, c'est encore plus flagrant, donc c'est vraiment un type caractéristique du faciès. Quelques imitations de coupe, alors elles sont moins fréquentes, mais néanmoins en termes de répertoire typologique, vous pouvez constater que c'est quand même assez varié. Et puis on a également un certain nombre d'imitations de bols Lambolia 31. Et donc pour les coupes, on est sur du Lambolia 28, 8, 18, etc. Enfin essentiellement. Donc on a aussi un répertoire d'imitations de plats en gobe interne. Donc on va trouver ces imitations, on l'a vu tout à l'heure, avec un engobe interne, mais également en lissé fumigé. Donc essentiellement l'imitation du Air Pompe 1. Les autres sont beaucoup plus anecdotiques. On a également des imitations de gobelets à parois fines, donc notamment le Maillet 2 et Maillet 17. Et puis on a quelques imitations aussi de sigillés. Donc essentiellement des imitations de Alternin A et Alternin B. Pour les autres, c'est beaucoup plus rare. Et donc justement, la céramique que nous, on appelle terra nigra, alors là, j'ai mis des guillemets justement parce que je sais très bien que la définition de la terra nigra n'est pas la même pour tout le monde, tout comme pour les terra rubra et d'autres catégories comme ça. Donc pour nous, elle se caractérise justement par une pâte blanche kaolinitique savonneuse ou tendre. Donc du coup, on ne peut pas la confondre avec la céramique qu'on appelle ici lissée fumigée. On a une surface lisse enfumée, donc du coup souvent délavée puisque la pâte est savonneuse. En général, l'enfumage de surface est mal conservé. Dans les tessons que j'ai mis là-bas, il y en a un exemple où on voit bien justement la céramique délavée. Et il n'y a pas d'engobe, c'est uniquement un enfumage. En fait, il n'y a pas de céramique, à part les céramiques peintes, il n'y a pas de céramique engobée dans le faciès régional. Elles seront dans les influences méditerranéennes. Au niveau de l'origine, Auvergne alliée, pourquoi? Parce que la pâte est kaolinitique, tout simplement. Mais on n'a pas non plus d'atelier forcément précis identifié. Au niveau de la chronologie, aux alentours des années 80-70 avant Jésus-Christ, un répertoire aussi varié, mais moins varié quand même que celui qu'on a vu précédemment. Des imitations qui sont là aussi majoritaires et à peu près 800 individus sur le site.
Donc le répertoire typologique, justement, alors là, les formes latiniennes sont très peu représentées. On a quelques écuelles, bols et pots. En fait, vous avez le répertoire ici. Donc essentiellement des bols. Et pour le reste, ça va être des imitations, là aussi. Donc on a la même planche que tout de suite, puisqu'on retrouve, on retrouve exactement le même répertoire. Un répertoire aussi d'imitations de plans en gomme interne et de sigillés. Par contre, on n'a pas les imitations de parois fines qu'on avait tout à l'heure pour la lissée fumigée. On ne les retrouve pas pour la terra nigra. Donc si on regarde l'évolution quantitative des imitations au sein de ces céramiques de tradition latinienne, donc comme je l'ai dit, ces imitations sont majoritaires dans le répertoire typologique. Et puis si on regarde maintenant, en fait, alors oui, et puis essentiellement l'imitation de l'Embolia 5-7, comme je le disais aussi. Si on regarde les variations, en fait, l'évolution des proportions entre les types laténiens et les types imités au sein de ces groupes, on constate qu'on a effectivement les types laténiens donc, qui décroissent jusqu'à la période augustienne, donc qui passent quand même de près de 90% à 40%, et qu'à l'inverse, les types imitant des céramiques importées augmentent de plus en plus, passant de 11% pour le début de l'occupation de l'oppidum jusqu'à 60% à l'augustéen. Et donc, si on rapporte ça à la quantité, en fait, au pourcentage de céramique laténienne qu'on a dans les ensembles, donc qui varie finalement assez peu, autour de 80 à 75% pour la période augustéenne, on a très clairement en fait un répertoire qui évolue essentiellement par ces imitations typologiques et non pas par l'augmentation des importations ou des influences méditerranéennes. Avec donc à l'Athènes D2A une coupure assez nette puisque les types imités vont remplacer progressivement le répertoire de type traditionnel. Alors les céramiques, du coup, mi-fines ou grossières maintenant, on en a plusieurs catégories aussi à tester à Bibracte. Donc une des catégories emblématiques, ce sera la céramique à revêtement micacé. Donc il y a un aspect en fait fréquemment doré puisque c'est doré au mica. On a aussi quelques productions avec un mica plutôt argenté, mais c'est le mica doré qui est le plus fréquent. Donc on va avoir des productions mi-fines et des productions grossières qui ont ce type de traitement de surface. Alors au niveau de l'origine, vu les pattes, on est très certainement à proximité aussi du site, dans le massif du Morvan. On en trouve dès le début du 1er siècle avant Jésus-Christ. On a un répertoire extrêmement spécialisé de marmites, de couvercles et de pots à cuire. Plus de 3000 individus identifiés. Et puis pour la deuxième production que je vous ai mise à droite, en fait, on la distingue tout simplement parce qu'on a, en plus de toutes les caractéristiques que je viens d'énoncer, des graissants de Feldspath qui sont caractéristiques d'une production qu'on appelle les types Besançon, qui sont en fait des productions aussi à revêtement micacé, qu'on trouve en abondance à Bibracte, plus de 2300 individus, mais qu'on trouve en fait sur de très nombreux sites de Gaule interne et qui est finalement la seule catégorie grossière, à ma connaissance, qui soit diffusée de manière aussi large en Gaule interne, voire même au-delà, puisqu'on en trouve aussi en Angleterre. Et donc pour les céramiques de type Besançon, là aussi un répertoire spécialisé de jade, de pots à cuire et de jarres. Donc le répertoire des micacées mi-fines, on aura essentiellement des marmites tripodes, des pots qui portent des traces de surcuisson, donc qui sont des pots à cuire, et puis des couvercles dont le type présenté ici est le plus caractéristique. Au niveau du répertoire des céramiques grossières, donc des jattes ou écuelles, forme basse, donc il y a une pastille rouge pour celles qui sont fréquemment en céramique de type Besançon. Donc celles-ci le sont. Et pour le répertoire des formes hautes, donc on a un certain nombre de pots ou jarres qui sont représentés, avec aussi là un répertoire des types Besançon bien caractéristique, donc les pots à lèvres moulurées ou les jarres à bord plat moulurés qui sont aussi bien caractéristiques de cette production. Donc la céramique grossière à revêtement poissé ou micacé, enfin poissé et micacé, pardon. Donc il s'agit d'une céramique à pâte beige ou orange. Alors là pour le coup,
c'est un individu un peu à part, mais on voit bien ici les inclusions de quartz, de mica et de nodules de fer. La surface est brute avec un revêtement poissé, donc un revêtement noir, un goudron noir, qui est apposé à l'intérieur et sur le bord des récipients. Et en fait, ces récipients sont très souvent micassés à l'extérieur et reprennent très fréquemment le même répertoire que la céramique micassée qu'on vient de voir. Vu que ces productions sont quand même aussi assez emblématiques de Bibracte, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce sont les mêmes productions que les micassés ou micassés de type Besançon, qui, dans certains cas, sont poissés à l'intérieur et sur le bord pour changer de fonction. Donc c'est-à-dire que les productions seulement micassées sont plutôt utilisées pour la cuisson, alors que ces productions poissées vont être utilisées pour le stockage. Si on les utilise en tant que récipient à cuire, la poix va fondre et donc c'est impropre à une utilisation sur le feu. Et on a souvent en fait des récipients de gros modules avec des bords plats, donc ils peuvent être empilés ou avoir des couvercles, ce qui justifie la fonction de stockage. Environ 1400 individus identifiés sur le site et donc vous voyez le répertoire ici. Donc de ce qu'on appelle des jarres. Et donc non, nous n'avons pas de dolia à proprement parler à Bibracte. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est cette forme, donc, qui peut être quand même de gros modules. Hein. Comme dimension. Alors au niveau de la dimension, c'est très variable. Mais pour les plus gros modules, ça va jusqu'à 150 litres à peu près en termes de volume. Donc, oui, bon, vous voyez pas. Donc, le plus gros que j'ai vu, qui est quasiment entier, il est haut comme ça, et il est effectivement pas transportable à partir du moment où il est plein. Donc, la fonction est probablement équivalente, mais on n'appelle pas ça dolium, puisque c'est pas du dolium au sens méditerranéen du terme. Donc, on appelle ça des jarres ou jarres de stockage. Et puis pour finir, la céramique mi-fine ou grossière à pâte claire ou sombre sans revêtement. Alors là, j'ai rassemblé plusieurs choses parce que ce n'était pas les catégories qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Donc on va trouver également un grand nombre de productions à pâte beige ou orange, mi-fine à grossière, à surface brute, avec une origine vraisemblablement locale, produite dès le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et un répertoire essentiellement destiné au domaine culinaire et au stockage, donc de plus de 1800 individus. Et puis pour l'autre catégorie demi-fine ou grossière, cette fois-ci à pâte sombre, on aura les mêmes caractéristiques. Par contre, là, on a plus de 7000 individus identifiés, donc c'est la catégorie en fait, de céramique grossière qui est la plus présente. Donc si on prend cette catégorie et qu'on ajoute la céramique lissée fumigée, on a quasiment le faciès de Bibracte et puis toutes les autres catégories ou groupes de catégories sont minoritaires dans l'ensemble. Au niveau du répertoire typologique, donc des formes spécialisées adaptées à la préparation, cuisson, stockage des aliments. Alors peu de probabilité, en tout cas à Bibracte, que ce soit destiné à la consommation, puisqu'on a quand même une vaisselle majoritaire qui est assez variée, et qui est une vaisselle fine majoritaire et variée sur le site. Il va s'agir essentiellement d'écuelles, de jattes, de marmites non tripodes, donc c'est ce qu'on appelle ici la marmite 1, de couvercles, de pots et de jarres. Et donc ces types sont produits aussi bien à pâte claire ou à pâte sombre, mais en céramique aussi à revêtement micassé ou poissé. Donc on a vraiment un répertoire typologique commun qui peut être décliné dans plusieurs catégories différentes pour les céramiques grossières. Donc si on fait la synthèse avec l'évolution diachronique des groupes de catégories qu'on vient de voir, des 3 groupes de catégories qu'on vient de voir à Bibracte, en fait la céramique importée ne dépasse pas les 12%, donc peu importe les périodes, et en fait elle va même décroître à l'augustéen, la période augustéenne, donc à la fin de l'occupation du site. Inversement, la céramique d'influence méditerranéenne, elle, va augmenter légèrement jusqu'à une vingtaine de % à la période augustéenne. Et par contre, la céramique laténienne diminue légèrement d'une dizaine de % seulement. Donc si on prend en compte uniquement ces groupes de catégories, au final, le mélange des faciès du répertoire et le phénomène d'acculturation, il paraît assez anecdotique et il passe un petit peu à la trappe, alors que si on regarde tout le phénomène des imitations, on réalise qu'au contraire, le faciès, il est très très fortement acculturé et qu'il faut donc traiter l'ensemble de ces paramètres pour le comprendre. Donc si on fait le même exercice, toujours en reprenant les données du corpus traité dans la thèse, en fait, on va constater à peu près la même chose, avec donc au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ,
jusqu'au dernier quart du deuxième avant, des céramiques de tradition laténienne qui sont très nettement majoritaires dans tous les faciès, et puis quelques céramiques d'importation et d'influence méditerranéenne sur certains sites qui sont mieux approvisionnés que les autres, en particulier tous ceux qui sont proches de l'axe du Rhône ou notamment de la Saône, et puis l'Auvergne également. Même constat pour la TND1B, les chiffres évoluent un petit peu, mais ça reste encore très, très faible. À la TND2A, en fait, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus de sites comportent quand même un certain nombre d'importations et de céramiques d'influence méditerranéenne, et ce, même pour les sites qui sont les plus au nord ou à l'est. Donc il y a une diffusion un petit peu plus large de ce type de production. C'est encore plus marqué à la TND2B, et pour certains corpus, on a vraiment, donc c'est le cas par exemple à Gondol ou au Mont-Beuvray, on a vraiment des faciès qui commencent déjà à être fortement influencés par les céramiques exogènes importées de plus ou moins longue distance. Et puis à la période augustienne, en particulier avec l'arrivée des sigillés italiques, on a vraiment un phénomène une sorte de nivellement de ce phénomène, puisque certains sites ont un faciès quasiment à moitié remplacé, et d'autres qui jusque-là ne montraient pas de signes d'acculturation dans les faciès céramiques commencent à présenter 10 à 20% de céramiques qui sont soit importées, soit d'influence méditerranéenne. Donc rapidement, je vais maintenant, donc là j'ai fait le tour pour ce qui est du faciès de Bibracte, donc vous êtes bien sûr invités à aller voir les tessons que je vous ai mis à disposition. Alors, les tessons, j'avais pas de forme complète, que je vous ai mis à disposition sur la table là-bas. J'ai également mis sur le côté deux formes pour lesquelles on a déjà des petites idées mais qu'on n'arrive pas bien à identifier. Donc si quelqu'un a des idées à me suggérer, je suis preneuse. Et donc je vais maintenant passer à la présentation rapide de la méthodologie que j'ai essayé de développer dans le cadre de ma thèse, qui avait pour deux problématiques principales. Donc la première, est-il possible de proposer des comparaisons systématiques entre les ensembles de céramiques fines à l'échelle de la Gaule interne? Donc, j'ai effectivement traité uniquement les céramiques fines dans le cadre de ma thèse. Je n'ai pas pris en compte donc celles qui t'intéressent plus du coup, puisqu'en fait moi ce qui m'intéressait c'était l'acculturation d'un point de vue essentiellement stylistique, étant donné qu'on ne peut pas tout traiter, et puis aussi parce qu'en fait ce sont les céramiques fines qui sont les plus perméables à ce genre d'influence, en tout cas pour le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc la deuxième problématique, est-il possible de mettre en œuvre des modes d'analyse statistique pour mieux appréhender les rythmes et les formes prises par l'acculturation de ce type de mobilier? Donc en l'occurrence sur une vingtaine de sites, donc je vous ai déjà montré la carte, durant l'Athènes finale, donc du milieu du 2e siècle avant jusqu'à la période augustéenne, et pour certains sites en tirant jusqu'à la période claudienne. Alors, donc l'une des premières méthodes mises en place a été la définition d'un indice d'acculturation afin de pouvoir analyser de manière quantitative le phénomène. En fait, l'objectif, c'était de pouvoir comparer simplement et rapidement le taux de romanisation des ensembles céramiques. Alors, romanisation, acculturation, vous fâchez pas, j'utiliserai l'un ou l'autre terme. Pour moi, il y a tout un chapitre de discussion sur ces termes dans la thèse. Je ne vais pas revenir ici sur le côté polémique qu'ils peuvent avoir. Bien sûr, le problème, c'est qu'il n'y a pas de comparaison et encore moins de quantification possible en l'absence d'un système de détermination céramique commun. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai pris un grand nombre de données qui viennent de sites, de régions différentes, avec des méthodes de traitement de la céramique qui ne sont pas forcément homogènes. Alors l'objectif, bien sûr, de ce système, c'est absolument pas de remplacer les systèmes qui sont déjà existants, hein, pas du tout, mais tout simplement de pouvoir comparer les données. Donc j'ai tout d'abord fait une identification des catégories et groupes de production fondés sur des critères techniques, en ventilant systématiquement en 3 groupes selon l'origine de la production. Donc c'est les 3 groupes en fait qu'on vient de voir durant la première partie de l'exposé. Donc importation, céramique d'importation, céramique d'influence méditerranéenne et céramique laténienne. Et puis
J'ai également donc, enregistré les formes en fonction de critères typométriques et morphologiques communs et surtout établi des répertoires typologiques, alors régionaux entre guillemets. Donc je l'ai fait par région, j'ai regroupé les sites qui étaient sur le même territoire, donc suivant un protocole de classification commun et systématique. Mais j'ai bien sûr déjà séparé les types importés, les types imités ou dérivés et les types laténiens, là aussi pour pouvoir traiter du phénomène d'acculturation. Alors rapidement, un exemple de répertoire typologique régional. Donc, du coup, l'exercice a été fait pour l'ensemble des sites, donc ça représente un corpus de plus de 1000 types au final. Et en fait, le principal intérêt de ce corpus typologique de céramique laténienne, c'était de pouvoir comparer en fait les répertoires typologiques des différents ensembles, puisque quand on parle d'acculturation, on ne peut pas parler uniquement des importations et puis des céramiques imitées. Il faut bien sûr aussi s'intéresser aux faciès locales, régionales. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, du coup, tout un chapitre est dédié à la comparaison des faciès laténiens, purement laténiens, avec notamment donc, ces tableaux synoptiques. Donc là, vous avez les écuelles à profil convexe par grand territoire, donc qui sont... en fait, ça permet de voir tout de suite les différences, les variétés typologiques et les différences qui existent entre les différentes régions. Mais je vais tout de suite rentrer plutôt dans ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui. Donc, à savoir, tout d'abord, la quantification de ces phénomènes d'acculturation ou de romanisation avec l'exemple du calcul de l'indice de romanisation. Donc, il s'agit d'une méthode qui avait déjà été proposée avant que je commence ma thèse par Thierry Le Guimbul, qui avait fait l'exercice ici à Bibracte en comparant Bibracte et le Titelberg. Et donc, j'ai repris cette méthode que j'ai retravaillée, adaptée pour tenter de quantifier le taux de romanisation des ensembles. Alors, ça fonctionne de la manière suivante. Donc, vous avez ici un ensemble enregistré. Alors, c'est bien sûr un ensemble fictif, hein. Donc, avec ces catégories, forme, type, et puis le nombre d'individus pour donc chaque catégorie, forme, type. Et donc, ensuite, on va attribuer une valeur aux différentes catégories en fonction de leur groupe culturel. Donc, en donnant une valeur de 1 à toutes les céramiques importées et aux céramiques d'influence méditerranéenne et une valeur de 0 aux céramiques qui sont purement régionales, donc laténiennes. Et puis, on fait le même exercice pour les types. La forme et le type sont liés en fait dans mon système de détermination, d'où le fait que je ne fais l'exercice que pour les types. Donc, on va donner une valeur de 1 à tous les types importés, également à tous les types imités, et une valeur de 0 aux types qui sont purement laténiens ou régionaux. On multiplie ensuite, on additionne ces deux valeurs, donc la valeur de la catégorie et la valeur qu'on a attribuée au type. On multiplie par le nombre d'individus et on obtient donc une valeur totale appelée VTOT. Et bien sûr, après, on additionne l'ensemble des VTOT. Donc, pour cet ensemble de 46 individus, on a une valeur totale de 60. Et donc ensuite, le calcul se fait de la manière suivante. Oui, si ça s'affiche, voilà. Donc la valeur totale, c'est-à-dire 60, sur le nombre d'individus, 46, divisé par 2, puisqu'en fait, 2, c'est la valeur maximale que je peux obtenir pour un individu. Donc un individu importé, par exemple, aura 1 pour la catégorie, 1 pour le type, 2, c'est le maximum. Donc pour pondérer en fait, le résultat, on divise par 2. Et multiplié par 100, tout simplement pour avoir une échelle de valeur comprise entre 0 et 100, plus facilement représentable qu'une échelle de valeur comprise entre 0 et 1. Donc pour cet ensemble, on aura un indice de romanisation de 65, donc, ce qui est un indice relativement élevé si on prend une échelle de 0 à 100. Alors, si on regarde maintenant l'ensemble des résultats, donc l'évolution diachronique en fait, de ces indices, donc on reprend la chronologie comparée que je vous avais présentée au début de cette présentation. Donc ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'on a une forte évolution en fait, de ces indices, puisqu'on part donc d'indices relativement faibles pour les périodes les plus anciennes, milieu du deuxième, donc ils sont tous en vert, et qu'on va progressivement vers des indices qui sont supérieurs à 30, voire même supérieurs à 50 à la période augustéenne, donc couleur orange et rouge.
Et puis la deuxième chose en fait qu'on va constater, c'est qu'on a vraiment des différences de rythme dans la progression de ces taux, de ces indices de romanisation, puisqu'on peut voir qu'on a certains sites avec des indices de romanisation relativement élevés par rapport aux autres, assez tôt. Donc c'est le cas par exemple de Feur, de Roanne, également du Mont-Beuvray, Gandaya ou Verdun-sur-le-Doubs. Et puis pour d'autres sites, il faudra attendre un certain temps pour avoir des indices de nature équivalente. Donc il y a plusieurs décennies qui s'écoulent entre les deux. Alors c'est le cas par exemple du site d'Orléans. Et puis pour d'autres sites, alors là il y a franchement vraiment une acculturation qui se fait de manière très tardive. Donc pas avant la période augustienne. Donc ça, c'était pour la quantification pure et dure. Alors je ne rentre pas plus dans les détails. Vous avez également de la cartographie qui a été proposée dans la thèse. Je vous ai mis un exemplaire, je ne sais plus où dans la salle, enfin voilà, si vous voulez le consulter. Donc voilà, une méthode finalement assez simple à mettre en place de quantification pour comparer les ensembles. Le problème de la quantification, c'est que là, on n'a plus le qualitatif. On n'a pas la possibilité d'analyser les modalités, donc comprendre pourquoi certains ensembles sont plus acculturés que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus d'importations? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de céramique d'influence méditerranéenne ou d'imitation de type? Donc du coup, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, dans un deuxième temps, j'ai essayé de développer donc, ce que j'ai appelé des niveaux de romanisation qui permettent de hiérarchiser en fait, les sites en fonction donc, de leur taux de romanisation, mais aussi de prendre en compte les modalités et de pouvoir expliquer pourquoi ces sites sont plus ou moins acculturés. Donc les critères en fait, qui sont pris en compte pour l'élaboration de cette analyse qualitative sont les suivants. Donc pour chaque ensemble, enfin pour chaque site et pour chaque période, donc c'est un tableau Excel en fait à la base, donc chaque site, chaque période est représentée. Et donc mes colonnes en fait sont les suivantes. Donc d'abord les importations méditerranéennes. Donc, je prends en compte l'effectif d'importation méditerranéenne, puis l'effectif d'imitation complète. Alors, ce que j'appelle les imitations complètes, c'est l'imitation à la fois technique. Donc, on cherche à imiter techniquement une céramique méditerranéenne, l'aspect de la céramique méditerranéenne, mais aussi le type. Ensuite, on a l'imitation seulement technique, mais le type, lui, va être l'athénien. On a l'imitation seulement typologique, mais la technique de production va être l'athénienne. Et pour finir, on a l'objet totalement lathénien qui n'est absolument pas imité ou influencé par le monde méditerranéen. Ouais, donc du coup, il y a une erreur dans le PowerPoint. Le dernier n'est pas bon. Donc il faut considérer que le dernier, c'est tout l'athénien. Et donc, ce tableau de données, donc d'effectifs en fonction de ces variables, je l'ai ensuite passé tout d'abord dans une analyse factorielle des correspondances, puis dans une classification ascendante hiérarchique, donc des statistiques multivariées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des statistiques multivariées, mais pour le principe, donc voilà le résultat de la classification ascendante hiérarchique, voilà ce que ça donne. Et donc, pour le principe de fonctionnement de statistiques, en fait, ce type de statistique permet de rassembler les individus en fonction de leur similarité. Donc, ça veut dire que le dendrogramme que vous avez sous les yeux, l'arborescence que vous avez sous les yeux, va associer les individus, donc les ensembles, qui sont les plus similaires, les plus proches, en fonction des effectifs qu'on avait par rapport aux critères que je vous ai énoncés. Donc si deux ensembles ont le même nombre d'importations, le même nombre de céramiques lathéniennes et le même nombre d'imitations, l'arborescence va les coller l'un à côté de l'autre. Et puis à l'inverse, s'ils sont très différents, ils vont se retrouver d'un côté et de l'autre de l'arborescence. Le but de ces classifications ascendantes hiérarchiques, en fait, c'est de créer ensuite des groupes en fonction des associations donc que la statistique a fait. Et ici, en fait, on voit très nettement 3 groupes qui apparaissent. En plus, là, le dendrogramme est en couleur, donc c'est assez évident à voir. Mais donc, vous avez un premier groupe constitué par ces ensembles ici en vert. Un deuxième groupe, le groupe B, constitué ici par les ensembles en rose. Et puis, un dernier groupe constitué par les ensembles en rouge. Donc ça, ce sont les 3 groupes avec les individus les plus proches à l'intérieur.
Et ce qu'on remarque donc sur cette arborescence, c'est qu'on peut faire des sous-groupes, affiner un petit peu les résultats, puisqu'on a ici un deuxième niveau de classement. Vous avez ici une scission à chaque fois entre les groupes qui permet de définir donc, des sous-groupes, donc A1, A2, B1, B2, C1, C2, qui vont en fait constituer les niveaux d'acculturation que je vais commenter maintenant. Là, je ne vais pas commenter tout le tableau, rassurez-vous, c'est juste pour que vous compreniez bien. Donc, une fois que ces groupes sont établis, en fait, on replace chaque ensemble, donc chaque période pour chaque site, dans son niveau d'acculturation. Et donc, ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'en fait, la période, du coup, là, ne joue plus forcément. Hein, les ensembles ne vont pas se retrouver collés les uns aux autres en fonction de leur période, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des rythmes différenciés de cette acculturation. Donc, vous avez les différents niveaux, les sites qui correspondent aux différents niveaux avec leur période. Et en fait, l'intérêt de cette méthodologie, c'est de pouvoir modéliser ces niveaux d'acculturation. Donc, si on reprend l'ensemble des effectifs qu'on avait mis dans le tableau d'origine avant de faire la classification et qu'on les passe en pourcentage, on peut créer des classes de pourcentage qui vont nous permettre de qualifier notre niveau d'acculturation. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais pour prendre un exemple avec le premier niveau d'acculturation, qui est le niveau A1, ce qu'on peut constater, en fait, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'acculturation dans ce niveau, puisque les ensembles céramiques sont encore constitués à 95 jusqu'à 100% de céramique lathénienne, qu'au sein de ces céramiques lathéniennes, on n'a que 0 à 5% de type imité. Alors, il y a déjà les prémices de l'acculturation, mais elle est encore très faible. Et puis, on n'a quasiment pas d'importation et quasiment pas d'imitation complète et aucune imitation uniquement technique. Et puis, si on prend un autre exemple, cette fois-ci fortement acculturé, donc on passe à l'extrême opposé, le niveau C1 par exemple. Là, pour le coup, on se retrouve avec des ensembles qui n'ont plus que 60% maximum de céramique lathénienne. Et en fait, parmi ces céramiques lathéniennes, on en a jusqu'à 20% qui sont des imitations de type méditerranéen. J'arrive pas à retrouver ma souris. Et surtout, on a des faciès qui sont déjà clairement à moitié donc hybrides, remplacés donc par rapport aux faciès complètement traditionnels, puisqu'on a jusqu'à 25% d'importation, 25 à 60% d'imitation complète, donc les imitations de technique et de type, et jusqu'à 30% d'imitation de technique seulement. Et puis, on en parlait tout à l'heure, le faciès de Lyon, donc, qui effectivement, lui, n'a rien à voir avec les autres. En fait, Lyon, il s'est rangé tout seul. C'est le niveau C2, c'est un niveau à lui tout seul. Donc, c'est un niveau d'acculturation qui, contrairement à tous les autres, n'a quasiment pas de céramique lathénienne, 10 à 20%. Du coup, n'a pas d'imitation au sein de ces céramiques lathéniennes, ça n'a aucun intérêt puisqu'en fait, il y en a peu et puis qu'il y a tout le reste à côté. Qui est constitué essentiellement par des importations, des imitations complètes et quasiment pas d'imitation technique non plus. Donc un faciès qui est vraiment très particulier. Alors moi, j'ai qualifié de transposé parce qu'en fait, c'est même plus de l'acculturation. Enfin, non, c'est de la production italique. On n'est pas, donc c'est transposé du monde méditerranéen. On n'est plus dans le phénomène effectivement d'acculturation. Mais je trouvais quand même intéressant de l'avoir en fait comme jalon parce que justement, ça nous permet de voir qu'on a un niveau à part qui se crée dans le système. Donc l'intérêt, c'est de modéliser tout ça et puis bien sûr de pouvoir tenter d'expliquer une fois qu'on a observé toutes ces différences et d'où elles viennent. Les facteurs de ces différences. Alors, tous ces résultats ont été replacés sur des cartes où on observe donc pour la période de l'Athènes D1A, donc 150 jusqu'aux années 130-120, que les sites les plus au contact avec la Gaule méditerranéenne, qui sont à proximité de l'axe du Rhône, Haute-Garonne pour l'Auvergne, sont les mieux romanisés, acculturés. En tout cas, les niveaux déjà les plus élevés avec un niveau A2. Et puis pour les autres, on a déjà un niveau A1 pour ceux qui sont pris en compte dans ce corpus. Mais ça reste un niveau assez faible. Dès la période suivante, on observe qu'il y a un palier de plus qui a été franchi, puisqu'en plus de ces sites
qui, eux, ont pris un niveau, hein, donc sont passés niveau 2, non, sont passés niveau B1. On va avoir des sites donc de la deuxième frange, celles qui étaient peu romanisées jusque-là, qui prennent directement un niveau A2, tandis que les sites qui sont un petit peu plus éloignés sont toujours avec un niveau d'acculturation relativement faible, donc A1. Pour donc, la période juste avant la conquête, on va avoir donc un niveau d'acculturation qui continue à croître, hein, pour les sites qui sont les plus au sud, donc avec un niveau donc B1 ou B2 suivant les sites. Et puis on voit qu'en fait il y a encore eu une progression puisqu'on a donc des sites notamment alors, Orléans et Beauviol qui eux ont un niveau déjà A2. Alors pour Orléans et Beauviol, il y a probablement des explications à chercher, en tout cas pour Beauviol, du côté de la présence de militaires en fait. Fabienne, peut-être on dira aussi 2 mots pour les amphores. Mais en tout cas pour la céramique, Bertrand Bonaventure disait bien que il y a un camp au pied de l'oppidum, ouais. Non, c'est pas la même chose, mais sur l'oppidum on trouve... D'accord. Alors moi, au niveau du faciès céramique, justement, il y a déjà des importations et pas mal de céramique donc qui donnent ce niveau d'acculturation qui, en fait, donc ces objets ne se retrouvent pas, tu pourrais aussi en parler, Sylvie, ne se retrouvent pas du tout sur les sites aux alentours. Donc ça explique pourquoi le niveau est relativement élevé ici. Mais c'est probablement un site assez exceptionnel, donc il ne faut pas le... Donc après la conquête, voilà, les niveaux qui continuent à évoluer, mais qui restent quand même plus faibles dans l'Est et pour le Nord. Et puis à la période augustienne, un lissage général avec des faciès qui sont quasiment déjà fortement transformés, donc pour l'ensemble des sites pris en compte. Alors, justement, pour revenir sur les questions qu'on vient d'aborder, je vous fais bien sûr là une présentation rapide. Si les détails vous intéressent, donc je vous ai dit, je vous ai laissé un volume de la thèse ici, et puis vous avez le volume 2 avec toutes les données qui est disponible sur le site de Halle, donc disponible gratuitement en ligne sur le site de Halle à la page Bibracte. Donc évidemment, là je vous présente la méthodologie, les résultats de manière assez rapide, uniquement pour les sites qui ont été pris en compte, mais bien évidemment après il faut analyser tout ça et tenter d'interpréter pourquoi on observe toutes ces différences. Donc on l'a dit là pour Beauviol ou pour Orléans, bien entendu ces niveaux de romanisation sont justifiés par des statuts spécifiques de ces sites. Et donc, bien évidemment, l'objectif principal de la thèse, c'était d'essayer de mettre en place des méthodes de quantification et de comparaison, donc, qui peuvent être appliquées à d'autres sites. Ce serait vraiment très bien que ce soit le cas. Mais ce n'est pas une fin en soi, on est bien d'accord. Sur les explications... donc les mécanismes de cette acculturation. Alors pour les mécanismes externes, il y a pas mal de, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais c'est difficile d'évaluer lesquels sont les plus prégnants. Et bien sûr, ça dépend énormément de l'histoire des sites. De l'histoire aussi des secteurs des sites, puisque un site comme Bibracte, c'est très grand. Donc, en fonction du statut des habitants, du secteur, de l'ensemble pris en compte, ça va varier, bien entendu. Mais donc, globalement, on le voit sur les cartes, bien entendu, le facteur topographique, l'emplacement des sites, avec la proximité ou non avec un centre de production, le réseau, ou un centre de diffusion, et puis la présence d'un port maritime ou fluvial a l'air quand même d'être un facteur primordial. Évidemment, donc, toutes les questions socio-économiques sont à prendre en compte. On l'a vu tout de suite avec Orléans pour la présence des mercatores, par exemple. Et puis, bien sûr, les relations politiques aussi sont à prendre en compte. Donc, relations avec Rome, mais relations aussi des populations entre elles. Relations de clientélisme, tensions, conflits, etc. Et puis, bien entendu, la chronologie des sites est à prendre en compte, puisque suivant la durée d'occupation du site, on n'aura pas la même chose. Et suivant sa période de fondation,
on n'aura pas non plus du tout les mêmes indices. On voit avec Lyon qui a une fondation quand même assez particulière. C'est le cas aussi avec Lausanne qui est créée après la conquête. Et puis alors après, si on veut vraiment aborder les phénomènes d'acculturation, il faut bien sûr parler des phénomènes psychologiques. Mais là, pour le coup, on n'est que dans l'hypothèse. On ne peut absolument pas avoir donc voilà, effet de mode, oui, mais non. Enfin, il n'y a probablement pas que ça à prendre en compte. Donc voilà, volonté de se distinguer, volonté d'imiter les élites, attrait pour les nouveautés. Nouveautés techniques et stylistiques, volonté d'acquérir une vaisselle de qualité particulière, mais en fait on pourrait en rajouter pas mal de phénomènes et on est loin d'avoir réussi à appréhender l'intégralité du phénomène. Les pratiques alimentaires, ça reste aussi un domaine très compliqué à prendre en compte. Parce qu'on a des changements de faciès. Bon, là, moi, j'ai traité surtout de la céramique fine. Donc, en plus, pour traiter des pratiques alimentaires à partir de la céramique fine, ça reste assez complexe. Donc, voilà, on peut voir, par exemple, pour les plans gammes internes, qu'ils adoptent la forme, mais pas la fonction. Et globalement, je pense pas qu'ils adoptent beaucoup d'autres pratiques alimentaires sous prétexte que le vaisselier change. En tout cas, pas avant une période assez avancée. Ça commence peut-être à l'Augustin.